Bonjour les chroniques rebelles aujourd'hui avec trois livres de Ken Knabb, La joie de la révolution, Secret public, Escarmouche choisie, Bureau of Public Secrets, ça c'est chez Sulliver, et Éloge de Kenneth Rexroth, c'est à l'atelier de création libertaire. La propagande est l'une des clés pour s'assurer de la passivité des populations et elle a atteint un niveau de sophistication incroyable. Plus la machine sociale produit d'aliénation, plus l'énergie sociale doit être canalisée pour en assurer la bonne marche, encore plus de publicité pour vendre des marchandises superflues, plus d'idéologie pour embobiner les gens, plus de spectacles pour les pacifier, plus de police et de prison pour réprimer le crime et la révolte, plus d'armes pour les États rivaux. Sur ce constat, Ken Knabb ne transige pas. La révolution moderne, c'est tout ou rien. Car il est aussi vain d'essayer d'égaliser les conditions économiques par l'action d'une bureaucratie étatique que d'essayer de démocratiser la société alors que le pouvoir de l'argent permet à la minorité riche de dominer les institutions qui déterminent la conscience des réalités sociales. Ken Knabb, La joie de la révolution. À la lecture des textes de Ken Knabb, essayiste et auteur anti-autoritaire, anarchiste et situationniste, traducteur aux États-Unis des films de Guy Debord, à la lecture donc de ces textes, de nombreuses questions viennent à l'esprit. Par rapport à son principe de favoriser la lucidité, au fait d'utiliser sa propre expérience comme matière première de réflexion, et bien sûr, à propos de la pratique révolutionnaire. D'ailleurs, la révolution est-elle, selon lui, encore possible ? Quels sont les mouvements alternatifs, ici, outre-Atlantique et ailleurs, qui remettent le système en question ? Dans les situations radicales, comment organiser les assemblées, l'équivalent de conseils ouvriers ? Les gens ne sont pas préparés aux situations révolutionnaires, écrit Knabb. Alors, comment s'y préparer ? Tout en gardant à l'esprit que la prise de conscience commence par ne plus fétichiser les héros. Et les héroïnes, bien sûr. Ni Dieu, ni maître, ni héros, ni héroïne, ni gourou, ni fétiche. Ou comment favoriser la lucidité ? Ce qui serait sans doute l'une des premières questions, car l'obstacle récurrent de la révolution, à la révolution, le seul obstacle est l'inconscience des gens quant à leur pouvoir collectif potentiel. En effet, une révolution anti-hiérarchique exige que les gens cessent d'être des masses homogènes et manipulables, qu'ils dépassent la servilité et l'inconscience qui les rendent objets de telles prévisions mécanistes. Mais comment initier un mouvement qui amène la majorité silencieuse, très souvent terrorisée, à découvrir et à montrer sa force collective à travers des actions ordinaires ? Reste le facteur exponentiel de la prise de conscience et d'une résistance multiforme qui paraît émerger dans des moments ou des situations parfois imprévisibles. Paroles, et pour reprendre les paroles d'une chanson de Percy Shelley, puisque Hélène Fleury est dans le studio, « Secouez vos chaînes, vous êtes beaucoup et ils sont peu ». Les situations radicales, autrement dit les conjonctures révolutionnaires, sont des moments rares où le changement qualitatif devient vraiment possible.
profitons-en. Mais comme l'écrivait Marie-Louise Berneri dans Voyage en utopie, toutes les utopies sont bien sûr l'expression de préférences personnelles. Alors se pose la question essentielle de l'après-révolution. Comment s'organiser dans une situation post-révolutionnaire ? Radio libertaire, la radio sans Dieu, sans publicité, sans maître, sans héros, ni héroïne, sans gourou, ni fétiche. La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés. Sans rêve et sans réalité, aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés, viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repères de curés, ni de marchands et de policiers. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés, contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahis. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. C'était Sergio Giorgio, La vie s'écoule, la vie s'enfuit. Vous êtes à l'écoute des Chroniques Rebelles de Radio Libertaire 89.4 et pour nous joindre au téléphone pendant les pauses musicales 01 43 71 89 40. Voilà, et donc nous parlons de plusieurs livres et donc de Ken Nab qui n'habite pas à Paris et qui est justement de passage à Paris et on s'est dit on va parler des 3 livres qui sont disponibles. Alors il y a La joie de la révolution, celui-ci est un peu difficile à trouver puisqu'il est paru je crois l'année dernière. C'est ça, il est paru l'année dernière au Canada, mais nous parlerons également donc de Secret public, Escarmouche choisie, ça c'est chez Sulliver, et donc nous avons Isabelle qui est venue aussi de Sulliver et qui était déjà venue pour Louis Mandler, donc elle est revenue. J'ai 2 assistantes de choc aujourd'hui, j'ai Hélène Fleury à ma gauche et j'ai Isabelle à ma droite, donc des éditions Sulliver. Et puis évidemment du 3e livre qui lui est paru déjà depuis plus longtemps, c'est Éloge de Kenneth Rex Ross, donc qui est paru à l'atelier de création libertaire. Et donc autour je vous ai déjà parlé donc d'Hélène et d'Isabelle et évidemment de Ken qui est en face de moi, mais il y a également un autre invité et c'est François Longchamp. Et François Longchamp, eh bien, c'est le traducteur de La joie de la révolution, c'est ça ? C'est-à-dire que j'ai aidé à la mettre en forme en français, mais
Je suis bien incapable de traduire un livre anglais. Voilà, donc. Parce que c'est une langue que alors je vous maîtrise allez pas. avoir certainement affaire à. On est quand même sur Radio Libertaire, donc tout le monde évidemment va dire non, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'autre. Vous connaissez, c'est la modestie un peu en général qui est de pair. Donc tu as aidé à la traduction. J'ai aidé à la mise en forme finale. D'accord. Et Hélène, toi, tu es là parce que tu connais Ken depuis un certain temps. Tu l'avais rencontré, je crois, à... Je l'ai rencontré à Paris. Je l'ai rencontré, je crois, il y a 6 ans, quelque chose comme ça. 7. Avec Van. Et bon, on avait sympathisé et échangé pas mal d'idées. Et puis depuis, ça m'est arrivé de donner un petit coup de main en relecture de traduction ou autre. Voilà. Et puis en ce moment, comme il y a je dis en vitesse, il y a une traduction de La Cloche Fêlée, de Pays de la Cloche Fêlée de Van, qui va sortir. Alors c'est une Govan, on le dit parce que ça fait. Voilà. Ouais, excuse-moi. Et qui va sortir édité aux États-Unis. Et à Édimbourg en même temps. Et bon, là, on collabore vraiment parce que. C'est pas moi qui ai fait le premier jet de la traduction, ni Ken, mais maintenant, il s'agit de mettre en place vraiment le texte, de tout relire, etc. Et Ken. Très bien. Il participe de façon déterminante. Voilà. Donc Ken, je le rappelle, je l'ai dit dans le chapeau, qui est traducteur donc des films de Guy Debord, mais également de l'International situationniste. Oui. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est important parce que c'est un texte très important. Et tu m'as dit dans une de nos rencontres, bien avant l'émission, tu m'as dit une chose que j'ai trouvée très, très, très jolie. Tu as dit, moi finalement j'ai appris le français parce que je voulais lire les situationnistes dans la langue. Oui. Tu as dit, moi, ça n'existe pas aux États-Unis et moi je voulais lire ces textes-là. J'ai senti tout de suite que c'était quelque chose de très important et pour moi, mais pas seulement pour moi, mais également pour les autres. Et donc tu as appris le français en lisant Guy Debord. Exactement. Alors, ces 3 livres qui sont en fait très attachés aussi à ton itinéraire à toi, parce que après avoir regardé les livres, certains je connaissais, par exemple Éloge à Kenneth Waycross, je connaissais déjà le livre, mais ce qui m'a frappé, c'est que en fait ces livres marquent quelque part un peu des sortes de repères dans ta vie à toi, dans ta vie personnelle. C'est-à-dire, ils correspondent quelque part à des choses qui se sont déclenchées dans ta vie, dans ton appréhension de la vie, on va dire. Est-ce que je me trompe ? Non, tu as raison. Alors, par exemple, on va dire quand même, puisqu'il y a les confessions dans Secret public et Escarmouche choisie, il y a toute donc tu racontes ta vie et peut-être il faut dire quelques mots là-dessus parce que je pense que c'est quand même, ton parcours était très intéressant par rapport à la prise de conscience, parce qu'on va parler de prise de conscience, bien sûr. Oui. Je peux commencer avec cette question d'apprendre le français et la découverte des situationnistes. Ça avait lieu en 70 et à l'époque, j'étais anarchiste et j'ai donc découvert les situationnistes en lisant des textes sur mai 68. Et je les ai vus un peu comme un genre un peu bizarre d'anarchiste, mais nettement différent à certains égards, peut-être des anarchistes plus cohérents, ou je ne sais pas quoi exactement. Mais ce qui était différent quand j'étais anarchiste, c'était quand même politique. C'est-à-dire, j'étais aux manifestations avec des drapeaux noirs et tout ce genre de choses. Mais avec les situationnistes, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un engagement immédiat, personnel, qui c'était un défi. Ces textes situationnistes que j'ai lus en anglais, il y en avait quelques-uns, étaient un défi personnel.
est un défi au lecteur et pas simplement une répétition de quelques vérités qui peuvent bien être vraies, mais qui étaient simplement répétées et consommées, pour ainsi dire. Mais c'était quelque chose comme un couteau qui C'était une application directe, en oui, fait. oui. Hein? Et donc, j'ai dit, mais je vais lire plus de ça. De quoi s'agit-il? Où sont ces gens? Et je me suis rendu compte qu'il y avait 4 ou 5 brochures en anglais, et c'était tout. Et donc, je suis commencé à apprendre le français, et peu après, je suis venu en France pour la première fois en 71. Cette première fois, c'était encore difficile, mais après ça, avec la correspondance et des lectures, etc., peu à peu, mon français est évidemment loin de parfait, mais je me débrouille. Et finalement, j'ai fini par traduire grand nombre de choses en anglais. Mais c'est toi qui as fait d'ailleurs l'international situationniste, c'est toi qui l'as traduit en anglais. Oui, c'est une anthologie des articles de la revue internationale situationniste, avec quelques autres choses comme de la misère en milieu étudiant, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir donc ça a été traduit donc en 71, 72. À quel moment tu l'as traduit? Ça a paru en 81. Et quel a été est-ce qu'il y a eu des échos par rapport justement à... Oui, c'était... l'IS était un peu connu aux États-Unis à partir de 68. Parce qu'il y avait bien une petite section à New York et c'était un peu dans l'air du temps, mais c'était une chose assez spécialisée. Il y avait certains gens, mais et donc ça a baissé un peu. Et quand j'ai fait ça, c'était presque seul. Et c'était déjà un grand volume. Et par exemple, à l'époque, j'avais proposé le projet à une trentaine d'éditeurs sans une seule réponse. Ah oui, même pas de réponse, même pas non. Peut-être 2 ou 3 réponses en disant c'est quelque chose d'obscur, personne ne lit ça, etc. Et donc, c'était heureux parce que j'ai fini par l'éditer moi-même. Et en fin de compte, c'était heureux parce que là, j'ai pu le faire exactement comme il faut, avec les notes, les sélections, sans m'inquiéter pour un éditeur ou diffuseur, etc. Et peu après, en partie à cause de ça, les situationnistes sont venus un peu à l'esprit des gens. C'était encore obscur, mais dis-moi, comment un États-Unien né et ayant vécu dans le Missouri, dans une partie que toi-même tu m'as dit c'est la ceinture de la Bible, c'est ça, on peut traduire ça comme ça en français. Comment tu es arrivé jusqu'au situationnisme? Bon, tu as dit que tu étais anarchiste à un moment tu es devenu anarchiste, mais comment tu as fait pour sortir de la ceinture de la Bible? Oui, j'ai commencé un peu comme n'importe qui, avec une enfance heureuse. Et, oui, d'un États-Unien typique. Oui, exactement. Presque stéréotypique. Voilà, c'est c'est-à-dire les choses qui sont maintenant un peu vieilles, mais qui à l'époque, on pensait... et donc, ça allait assez bien. Et puis, quand j'avais 13 ans, y compris la religion protestante de la région, etc.,
j'ai accepté ça sans jamais avoir pensé. Oui, tu ne le remettais pas en cause, quoi. Et puis, à l'âge de 13 ans, il m'arrive à lire un court essai de Bertrand Russell qui mentionnait le fait qu'il est devenu agnostique. Et j'ai dit, mais comment c'est un homme intelligent. Et donc, à ce moment-là, la seule idée que c'était possible, j'ai dit, on peut penser de ça. Et après un jour, j'étais athée. Oui, mais sans le dire. Parce que je croyais être entouré par des croyants et je ne savais littéralement que dire. Et donc, j'ai resté silencieux pendant un an. Et puis, un peu plus tard au lycée, je rencontre quelques autres gens qui mettaient en question ces choses. Et puis, je me suis come out of the closet, comme on dirait. T'es sorti du trou. Et puis, c'était un scandale. Parce que j'étais quand même réputé comme le gosse le plus intelligent de la ville. Le plus conforme. Et donc, c'était... pas de tout ce qui a attendu mes instituteurs, mes parents, etc. Bon, c'était à partir de ça, ça a commencé la division. Et évidemment, une fois que j'ai eu cette expérience de décalage entre moi et la société, ça va de soi qu'on va demander, peut-être dans la politique ou dans d'autres domaines, il peut être aussi des choses à questionner. Et puis... ce que je trouve intéressant, justement, et c'est pour ça que je te demande de le raconter, parce que ce qui est frappant, puisqu'on peut lire donc, ton autobiographie dans le bouquin qui est publié chez Sulliver Secret Public, c'est... Moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement cette espèce de prise de conscience qui se fait petit à petit, mais en même temps qui est extrêmement pragmatique. C'est très différent d'une prise de conscience qui pourrait se passer, par exemple, en Europe. Donc, je trouvais que c'était vraiment typiquement états-unien, de quelqu'un qui commence à dire, attends, là, il y a quelque chose, on m'a raconté des blagues. Et tu te dis d'un seul coup, oui, mais alors, j'ai commencé à regarder aussi la politique, ce qui était autour, etc. Et petit à petit, donc, de ce premier bouleversement, que tu gardes en toi pendant un an, tu sors du trou, comme tu dis, et ensuite, hop, tu deviens anarchiste. C'est rapide, mais c'est pratique. Oui, mais de devenir anarchiste, c'était pas tellement rapide. Ça a pris quand même quelques ans. Alors, je suis allé à une université un peu spéciale, mais c'est une longue histoire. Et puis, j'avais un peu d'expérience au début des années 60. On parle des années 60, mais à vrai dire, les choses ont vraiment commencé vers 64 ou 65, comme ça. Et je parle 61, 62, comme ça. J'étais déjà un peu... j'avais vécu parmi les Beats à Los Angeles quand j'avais 17 ans. Et donc, on était entre les Beats et les hippies. Et il y avait une période là où on ne sait pas exactement comment nommer les gens. Et les gens eux-mêmes ne savaient pas qu'est-ce que nous faisons, simplement qu'on était inquiétés, on questionnait des choses, etc. Et puis, quand je me suis déménagé à Berkeley en 65, là, ça a déjà commencé avec le Free Speech Movement, juste avant ça.
et les hippies, et Haight-Ashbury, et tout ça. Donc, j'étais en plein... dedans. Dedans de tout cela, mais tout en restant politiquement relativement naïf. J'étais radical, bien sûr, mais sans en penser beaucoup. Et un peu plus tard, vers 67, 68, je suis devenu plus engagé contre la guerre et des choses comme ça. Et, mais c'était d'une façon pas très originale. C'est simplement, je m'inscris dans telle chose, je vais à des manifestations. Et c'était seulement après 1 ou 2 ans de ça que je regardais les aspects staliniens, etc., avec les panthères noires, Oui, tu décris ça très bien dans le livre. SDS. Et puis, à un certain moment, je disais, mais c'est dégoûtant, qu'est-ce qu'il y a là? Et à ce moment-là, je me suis rappelé des amis à moi qui étaient anarchistes, et j'ai dit, bon, je vais investiguer cela. Et là, je vais chez cet ami, je dis, donne-moi des choses. J'ai un grand sac de livres de Kropotkin, Bakunin, Emma Goldman, tout cela. Et je vais chez moi, je les lis. Ah, oui, c'est ça. Ça explique mon inquiétude de ce côté-là. On peut bien être radical, mais aussi anti-autoritaire. Et donc, j'étais anarchiste pendant 1 an, plus ou moins. Et puis, ça a été la base à partir duquel j'ai découvert les situationnistes. Bon, on va peut-être écouter un peu de musique et puis on va reprendre. Et moi, je voudrais qu'on reprenne parce que tu nous racontes pour moi, c'était aussi une très belle histoire. C'est ce qui se passe avec le tract que tu lances au moment de la venue de Gary Snyders. D'ailleurs, tu nous diras qui est Gary Snyders parce que je ne sais pas si les gens le connaissent bien ici. Et ça, je pensais que c'était un peu le début de l'engagement réel. Oui. Rue Gay-Lussac, les rebelles, donc les voitures à brûler. Que vouliez-vous donc, la belle? Qu'est-ce donc que vous vouliez? Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Dites-moi comment s'appelle ce jeu-là que vous jouiez. La règle en paraît nouvelle. Quel jeu singulier. Des canons par centaines, des fusils par milliers, des canons, des fusils par centaines et par milliers. La révolution, la belle, est le jeu que vous disiez. Elle se joue dans les ruelles, elle se joue grâce aux pavés. Des canons par centaines, des fusils par milliers, des canons, des fusils par centaines et par milliers. Le vieux monde et ses séquelles, nous voulons les balayer. Il s'agit d'être cruel, mort aux flics et aux curés. Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Ils nous lancent comme grêle, grenades et gaz chlorés. Nous ne trouvons que des pelles, des couteaux pour nous armer. Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Mes pauvres enfants, dit-elle, mes jolis barricadiers, mon cœur en chancelle, je n'ai rien à vous donner. Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Si j'ai foi dans ma querelle, je ne crains pas les policiers. Il faut qu'elles deviennent celles des camarades ouvriers. Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Le gaullisme est un bordel, personne n'en peut plus douter. Les bureaucrates aux poubelles, sans eux on aurait gagné. Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons.
Y'a que les rebelles, non que les voitures à brûler. Que vouliez-vous donc la belle? Qu'est-ce donc que vous vouliez? Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils. C'était la chanson du CMDO. Vous êtes toujours à l'écoute des Chroniques Rebelles de Radio Libertaire 89.4 et pour nous joindre au téléphone pendant les pauses musicales 01 43 71 89 40. Voilà, et nous parlons donc de trois livres de Ken Nab, La joie de la révolution. Donc ça, c'est un livre, il faut le dire quand même, puisque j'ai Isabelle qui est à côté de moi. C'est un livre qui est donc publié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par les éditions Sabotard, mais c'est au Canada. Mais ce livre va être prochainement publié en France. Donc, il y a plusieurs éditeurs qui se posent la question, qui va le faire, etc. Donc, Ken est venu un petit peu... bon, là, c'est le feuilleton, je vous dirai la prochaine fois, pas tout de suite. Donc, je pense que Ken aussi est un peu là pour ça, pour non pas la traduction, puisqu'il est déjà fait, notamment en plus par François qui est à côté de moi, en partie. Mais, donc, pour le moment, il n'y a pas d'éditeur qui est choisi, mais ça le sera très bientôt. Et puis, Secret public, Escarmouche choisie, ça c'est chez Sulliver, et où il y a donc cette partie autobiographique qui est très intéressante et que moi je m'en suis inspirée parce que ça, évidemment, je suis curieuse, donc j'ai été regarder exactement comment cette prise de conscience dont il parle dans tous ses livres s'était faite pour lui. Et puis enfin, l'éloge à Kenneth Rexroth, donc qui est publié à l'atelier de création libertaire. Alors avant que tu nous racontes la petite péripétie, l'histoire à propos de Gary Snyders, ce que je pense qui est intéressant, c'est qu'on a un auditeur qui a appelé et qui nous a demandé si tu connaissais les traductions donc des situationnistes, je crois, il a dit au début des années 70, qui étaient faits par, alors j'espère que j'ai Donald. pas... Non, Ah non. pas de Perlman, Gary Perlman. Freddie Perlman. Ah, voilà, Freddie Perlman. Et pardon à l'auditeur, j'ai mal noté le nom. Ça, tu connais alors. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Donc alors, maintenant, l'histoire de Gary Snyders. D'abord, qui est Gary Snyders? Il faut quand même rendre... On est aux années 60, j'avais découvert Snyder, qui est le héros du roman de Kerouac, Sous la route. Dans ce roman, il se nomme Jeffy Ryder, mais il s'agit de Gary Snyder. Et bref, c'est une sorte d'anarchiste zen, écolo, bien avant qu'on a entendu le mot, et Beat, ami de Ginsberg, etc. Et donc, ce qui importe ici, c'est que, à mon avis, à cette époque, c'était une personne complètement admirable, formidable, plus que presque n'importe quel autre. Et donc, en 70, j'avais découvert les situationnistes qui, parmi d'autres choses, ont souligné le spectacle. Et c'est-à-dire, c'est pas seulement une chose là-bas, mais c'est un rapport, comme Debord dit, c'est un rapport entre personnes médiatisées par des images, etc. Et donc, ça m'a dit quelque chose, et parmi les autres thèmes situationnistes. Et peu après, je vois que Gary Snyder va venir à Berkeley pour donner une lecture de ses poésies. Et normalement, ça aurait été une chose, j'aurais demandé à mes amis à venir, etc. Mais cette fois, je me suis demandé, mais
est-ce qu'il y a quelque chose de spectaculaire, ça? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, c'était une question un peu difficile. Et après avoir pensé un peu, je me suis décidé de résoudre la question en l'attaquant la question directement sur place. Et c'est-à-dire que cet événement va avoir lieu dans 3 jours. Et donc, je n'avais pas beaucoup de temps. Et j'étais pas du tout sûr de mon avis sur la situation. Mais il faut que j'arrive à quelques résolutions, quelques expressions. Même à la rigueur, ça peut être que je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais que je vais essayer d'exprimer ma position sur cette chose, cet événement. Et donc, j'écrivais un tract et un peu à la manière des situationnistes, avec une photo de Gary Snyder, avec une boule où Gary Snyder lui-même faisait de lui-même en quelque sorte sa propre critique. Et le tract était assez insultant, plein d'injures pour l'auditoire. Et donc, j'étais pas très sûr, mais après avoir considéré la chose, je deviens de plus en plus sûr de moi-même en disant, oui, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas ici. Même si c'est normal, c'est habituel, etc. Donc, je crée ce tract, je l'ai fait imprimer et je vais à l'événement 9h. Oui, enfin, oui, pas sûr de toi, parce que tu allais injurier l'auditoire et tout. Bon, tu ne pouvais pas connaître les réactions. Et y compris mon héros. Et oui, en plus. Et donc, j'entre dans la salle et j'attends un peu pour voir comment ça va. Et Snyder a commencé en disant, avant la poésie, je vais dire quelques mots sur la Révolution. Et il a dit quelque chose, je ne me souviens plus, c'était pas grand-chose, mais c'est pas du tout mal. Et après, il a fini ça, l'assistance. Oui. Et pour moi, c'était le point de non-retour. C'était le déclencheur. Oui, c'est ça. J'ai dit, même si ce qu'il a dit était complètement vrai, et même si on comprend que on dit oui, que ça, c'est une façon à dire oui, je suis d'accord, comme ça. Quand même, dans l'ensemble, j'ai vu, bon, c'est quand même un spectacle très subtil, bien sûr, parce que l'auditoire pense être partie d'une expression révolutionnaire, etc. J'ai dit, bon, il faut, mon tract a raison. Et je jette le tract dans l'assistance et je m'en vais. Parce que pour moi, c'était assez, je n'avais aucun intérêt à dialoguer, etc. Et avant cet événement, j'avais pensé, bon, je ne sais pas que faire, mais je veux quand même exprimer cette chose. Juste après ça, comme je m'en vais, il m'est venu à l'esprit, mais j'ai bien fait quelque chose. Et en fait, j'ai fait quelque chose bien mieux que n'importe quel poème que Gary peut lire. C'est-à-dire que dans le moment, c'était la chose la plus forte possible pour
défier les gens, pour encourager les gens à se questionner, etc. Et donc, s'il disait « Ah, mais tu fais des critiques, mais qu'est-ce que tu proposes ?» Je n'avais rien à proposer. C'était... ça n'avait pas d'importance. C'est simplement la question, on est ici, qu'est-ce qu'on fait? Mm-hmm. Et c'est justement, je peux donner une analogie, juste maintenant, ici, on est sur la radio, dans une situation qui n'est pas du tout habituelle pour moi, mais il s'agit, qu'est-ce qu'on va en faire avec cette situation? Et dans cette situation, j'espère qu'on va continuer peut-être avec des questions et de discuter des choses intéressantes, mais aussi, je dirais aux auditeurs de cette émission de se demander, ça se comprend qu'on va écouter des choses libertaires ou comme ça. Peut-être il y a des informations utiles, intéressantes. Mais quand même, ce genre de choses peut faire partie de cette séparation si ça devient habituel. On écoute tous les samedis ou tous les bababa à ça, et ça fait partie de quelque chose qui est... c'est pas mal, c'est comme une lecture de poésie par Gary Snyder, mais quand même, on peut en faire mieux, peut-être, ou au moins, on peut considérer est-ce qu'on va rester ici en disant c'est très bien, c'est formidable ce que cette personne a dit, maintenant on va faire quelque chose d'autre. On va faire les courses. Oui. Ou bien est-ce qu'on va vraiment s'engager dans ces questions? Et ces questions, à mon avis, sont bien plus importantes que ma vie ou ma personnalité et tout ça. Ça peut avoir un intérêt pour mes amis, mais c'est peu de choses pour les auditeurs ou des lecteurs. La question, c'est vos vies. Et ce que vous en faire. Regarde, si on prend par exemple ton cas personnel, tu voulais intervenir, Non, Hélène. après, dire quelque chose. Si on prend ton cas personnel, il est certain que comment tu as pris la première fois conscience, c'était en lisant un bouquin. Oui. Hein? Donc, on peut imaginer, non pas que mais je sais que la radio, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans cette radio, le pensent, se disent, bon, si ça ne peut simplement que toucher peut-être une personne, pas toucher dans le sens de la faire un petit peu réfléchir et de se dire, tiens, mais peut-être que, oui, effectivement, attends, je suis dans la rue, etc., je suis agressée de tous les côtés par la pub, etc. Bon, peut-être je vais pas aller complètement dans le système, ou en tout cas, je vais commencer par avoir un regard critique sur le système. Ça, si on arrive à faire ça sur une seule personne, je crois que la radio, elle a gagné, de quelque part. Oui. Il faut être extrêmement modeste et il ne faut pas évidemment penser qu'une émission ou qu'une radio va déclencher des mouvements très forts. Je pense que là, ça dépend des personnes. Tu dis justement au moment de cet épisode avec Gary Snyder, tu dis une chose importante, tu dis, sans être acteur, on ne peut être conscient. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose de très important, dans le sens qu'effectivement, si on est simplement en train d'écouter, de se dire « Ah ouais, c'est sympa ce qu'il raconte, c'est bien. Ouais, bah peut-être je vais écouter. Je vais écouter un peu plus, puis je vais acheter peut-être le bouquin, etc. » Et puis bon, on le range à la bibliothèque et terminé. Il est certain que si ça ne provoque pas des remises en question par rapport à soi-même, et peut-être des choses qu'on n'attend absolument pas, et qui sont même déconnectées de ce que la personne est en train de dire, bah c'est ça qui est important. Hélène, j'ai parlé beaucoup à toi. Non, dans le micro. Oui, j'espère que j'arriverai à dire ce que je veux dire. C'est qu'en fait, même ce type d'action que tu décris, qui était pour moi sortir du bois, quoi, qui était pour toi sortir du bois, ça se situe en fait sur le terrain, un terrain que tu n'as pas choisi et un terrain qui commençait à être
pas dominant, mais enfin à la mode, quoi. Et il faut aussi juger ton acte au niveau... ton acte se situait donc sur un terrain qui était lui-même miné. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Déjà, alors le poète qui vient lire des trucs, tu vois, devant un public gagné d'avance, visiblement, et qui... bon, déjà, là, moi, j'ai du mal à imaginer. Enfin, déjà, un mec qui fait ça, j'ai du mal à l'encaisser, quoi. Enfin, je sais pas, pour moi, ça fait... je veux pas galvauder le mot spectacle et tout ça, mais enfin, ça fait partie des... Alors, quand tu parlais de pensée critique et tout ça, ce qu'il y a aussi... Bon, maintenant, il y a... Je sais pas si je vais arriver à le dire, mais enfin, il y a une mode aussi. Il y a une mode de pensée critique. Le mot libertaire n'a jamais été aussi à la mode, n'a jamais été aussi employé. Il y a même un parfum. À tout propos, hors de propos, et que très souvent, c'est-à-dire que le problème, et c'est pour ça que quand tu décris ta démarche personnelle, c'est intéressant, parce que c'est une façon aussi de te mettre, de montrer comment tout ça fonctionne, un peu, sur toi, et comment toi tu trouves des moyens de te détacher de ça, quoi, de pas en être. Mais évidemment, tu pars sur le terrain de l'ennemi, pour parler un peu grossièrement, quoi. Et puis maintenant, alors quand tu disais, Christiane, en fait, s'il y a quelqu'un qui nous entend, c'est déjà gagné, mais le problème, c'est que, bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais tout ça, quand la critique devient à la mode, d'une certaine façon, quand être libertaire, c'est-à-dire devient à la mode, c'est aussi se dispenser de... Enfin, c'est parfois ce qu'on peut déplorer, même en discutant, même avec soi-même, dans des réflexes pavloviens qu'on peut avoir, j'entends ça, je sors mon flingue, enfin, tu vois, sans réflexion réelle, quoi. Et alors là, où je trouve intéressante ta démarche, même si des avatars que tu décris peuvent être moins intéressants que la démarche elle-même, moins remarquables que la démarche elle-même, par exemple intervenir, tu vois, sur Gareth Nida, tout ça, ce qui m'intéresse plus, c'est que tu le racontes, comment tu le racontes, comment tu te situes par rapport à cet ensemble, et que c'est pas une démarche abstraite, c'est une démarche, comme dirait Marx, abstrait concret, quoi. Oui, c'est à commencer là où tu es. Oui, voilà. Donc, c'est pas exactement terrain d'ennemi, mais c'est un mot trop gros. La situation. On est impliqué dans ces situations. Oui. Et peu importe de dire ces gens sont des cons. Oui, exactement. Oui. On est dans des situations et dans la mesure où ces situations sont aliénantes, etc., on peut essayer de renverser les choses. Mais ce que je veux souligner, c'est que souvent, la manière la plus forte, efficace à faire ça, c'est de commencer justement là avec le problème. Oui, c'est ce que je te dis. Et j'avais un problème dans cette situation. J'étais confus, je ne savais pas, il y avait des contradictions. Et je crois avoir résolu ce problème pour moi-même, pour l'assistance probablement pas du tout, mais pour moi-même, en attaquant justement ce qui allait mal, justement l'incertitude, etc. Et donc, il aurait été facile d'attaquer des staliniens, par exemple, ou les hommes gouvernementaux, etc. Mais j'avais choisi justement la personne la plus admirable pour moi. Et donc, pour démystifier lui, j'étais après ça un peu immunisé contre n'importe quel héros, que ce soit Guy Debord ou Durruti ou n'importe qui, peu importe. C'était parce que c'était pas une dénonciation de quelqu'un d'extérieur. Oui, c'est ça. On dit, c'est un con, il est hypocrite, etc. C'était
plutôt le renversement ou la destruction d'un rapport moi-héros. Non, ça c'est vrai. Et à partir de ça, personne peut être le héros. Certains peuvent être admirables ou aimés par moi, comme ça, mais c'était pas la même chose. Moi, ça, je crois que c'est vrai, c'est ça qui est fort dans ta démarche. Et quand tu parles, par exemple, je sais pas si c'est à cette occasion que tu as dû prendre la seule photo que tu avais c'est bien Gary Snyder, la seule photo que tu avais, auquel tu tenais, et puis il a fallu que, pour faire ton collage, que tu la découpes, et puis d'une certaine façon, ça t'a délivré aussi de ce... Ça t'a posé le problème du fétichisme, l'héroïsme. Non, ça, c'est ça que je trouve... Et puis le terrain de l'ennemi, c'est un mot beaucoup trop gros, ridicule, j'aurais pas dû l'employer, mais je veux dire, puisqu'on parlait du... Moi, je suis content qu'on commence par cet épisode de Gary Snyder. Parce que je ne sais pas s'il faut qu'on se présente un minimum. Non, c'est Non, vas-y. on peut engager directement la conversation. On est sur Radio Libertaire, hein, donc on peut... Allez-y, exprimez-vous. En plus, je suis assez heureux d'être en désaccord avec tout le monde, parce que c'est un rôle qui me convient. Ça, c'est mes deux côtés un peu naïf aussi. Mais moi, je ne l'ai pas du tout ressenti de la même façon. C'est-à-dire, cet épisode avec Snyder, c'est un épisode qui m'a profondément attristé. C'est-à-dire qui m'a démoralisé, en fait. Et attristé, c'est vraiment le mot juste. Bon, moi, je vois aucun mal à ce qu'un poète célèbre vienne faire des conférences. Que les gens se rendent à ces conférences avec enthousiasme, qu'ils applaudissent à la fin. Bon, ça, j'y vois personnellement aucun inconvénient. Mais ceci dit, il faut dire que je me suis aussi beaucoup éloigné, peut-être, des conceptions libertaires et des conceptions qui étaient les miennes dans ma jeunesse et qu'on a partagées. Bon, pour moi, il n'y a pas de mal à ce type de spectacle. Je ne vois pas de gêne à manifester une profonde admiration. Ça ne me gêne pas qu'il y ait des héros. Enfin, je pense que l'histoire des mouvements révolutionnaires, c'est effectivement l'histoire des héros qui se sont sacrifiés leur vie et qui ont donné un exemple sans lequel on ne serait pas allé bien loin par la suite. Et ce que j'ai vu, moi, dans cette histoire, c'est qu'on a un jeune Américain qui est en train de faire un chemin personnel de prise de conscience et qui s'apprête à participer à un événement qui aurait pu être pour lui un événement merveilleux. Ouais, désolé de la terminologie un petit peu dépassée, mais donc il y avait une joie possible. Enfin, il y avait des moments dans la vie comme ça dont on a du mal à se passer. Et bon, parce que ce jeune Américain, il s'est identifié de théoriciens qui ont sûrement des grandes qualités. Enfin, je veux pas traîner dans la boue aujourd'hui, mais il s'est identifié de théoriciens qui ont l'esprit sec et qui ont, qui sont insensibles en fait sur beaucoup de points de vue. Et ben bon, il va gâcher lui-même. Enfin, c'est un immense gâchis, quoi. Il va gâcher cette expérience. Il va essayer de s'en tirer par la suite en disant que bon, finalement, la souffrance qu'il a éprouvée à cette occasion-là, c'est bien, ça va lui permettre de rebondir ou ça lui permettra de ne pas tomber aussi, bon, là encore dans des nouveaux travers. Moi, je pense qu'il y a effectivement un aspect religieux dans tout ça, c'est-à-dire il y a un aspect de mortification qui est pas condamnable, mais enfin dont on ne se rend pas forcément compte. Et donc un épisode d'une tristesse extraordinaire. Au passage, une chose aussi, c'est que pour moi, les livres de Ken sont des livres extrêmement intéressants. Il y a d'abord un témoignage sur l'Amérique profonde, qui est quand même qui est rare. Je pense que, tu disais tout à l'heure, il y a un héritage religieux, enfin il y a une éducation religieuse, une formation religieuse. Je pense que l'histoire a bien montré que la formation religieuse n'est pas du tout incompatible avec des orientations ultérieures vers l'anarchisme, qu'on a assez d'exemples en fait de ce genre de parcours, qui sont des parcours très intéressants. Bon, et que la dimension religieuse n'a jamais été absente en fait de l'idéologie révolutionnaire, et plus spécialement dans l'anarchisme. Donc ce témoignage, il est très intéressant. Et le témoignage sur la contre-culture aussi, sur cette époque, est très intéressant, dans la mesure où c'est des événements qui nous ont marqués à distance, de manière considérable. Et je pense aussi, étant moi aussi ancien du situationnisme, en fait, j'étais très surpris de rencontrer un situationniste qui soit ni sectaire, ni intolérant, ni a priori violent dans les rapports interpersonnels.
Donc j'ai pour Ken beaucoup d'amitié à cause de ça. Et aussi du fait qu'il n'a pas renoncé, c'est-à-dire fondamentalement sur les idées qui étaient celles de sa jeunesse. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous réunit, parce que j'ai renoncé à beaucoup de choses, mais pas, je pense, à l'essentiel. Ouais, moi, je partage tout à fait les derniers jugements de François. Là. Quand on a côtoyé une certaine arrogance ultra-gauchiste, sectaire et bornée, c'est vrai que c'est assez... C'est bien de te lire pour ça, quoi. Parce que c'est le contraire de ça, quoi. Ken, tu veux répondre? Merci. Mais comme je viens de dire, je crois que ce qui importe, c'est qu'il y a certains thèmes que peut-être j'ai souligné. C'est pas question de que quelqu'un est sympa ou ça bon, ça peut avoir un certain intérêt, mais je voudrais diriger ou comment dire infléchir l'attention, faire Attirer l'attention. Attirer l'attention des gens sous certains points, et pour la plupart du temps des cas, il s'agit des choses chez eux, c'est-à-dire quels sont vos rapports, qu'est-ce que vous faites tous les jours, qu'est-ce qui est dans ta tête ou dans ton cœur, ou dans ton corps, qui si il y a une richesse là qui est refoulée souvent dans nous, et je crois que ces expériences, comme cette expérience avec Gary Snyder, objectivement considéré, c'est vraiment peu de choses. Mais de telles choses peuvent contenir ou suggérer un infini d'autres choses analogues. Quand j'ai décrit ça avec un peu assez longuement dans cette autobiographie, parce que pour moi, c'était un moment qui contenait beaucoup. C'était le point tournant de ma vie, à vrai dire. C'est que c'était pas pour que les lecteurs m'imitent, mais qu'ils peuvent dire, bon, dans ce contexte, Ken a fait ça, et bon, je m'en fous de Gary Snyder ou comme ça, mais pour Ken, c'était quelqu'un d'important. Et quand même, il a publiquement injuré et tout ça. Et est-ce qu'il y a des choses chez moi qui seraient analogues? Peut-être pour quelqu'un d'autre, il s'agit de critiquer, je ne sais pas quoi. C'est à chacun pour trouver. Mais c'est que l'important n'est pas de dire « Ah, que Ken est formidable, il a fait cette chose » parce que c'était pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être ça suggère des choses pour le lecteur ou les auditeurs. Moi, je pense que ça, d'une certaine manière, moi je l'ai lu comme ça, j'ai trouvé que c'était intéressant dans le sens où ça met à bas pas mal de hiérarchisation que les gens ont automatiquement dans la tête, c'est-à-dire effectivement, on voit arriver un homme qui est certainement, comme tu dis, admirable, qui écrit des textes intéressants, qui a fait des choses déjà dans sa vie. Il est face à un auditoire où sont en général des personnes assez jeunes, des étudiants, des étudiantes, qui eux, essayent de se projeter dans quelque chose qu'ils vont faire par la suite. Donc, qui ont automatiquement une admiration, une envie, peut-être même une envie de se projeter dans les textes et dans la personne qui va venir parler. Et d'un seul coup,
quelqu'un décide de mettre un peu la statue à bas. Hein. Moi, je trouve ça intéressant, même si c'est effectivement, ça peut être agaçant pour les autres, ça peut paraître idiot, etc. Ça pose automatiquement une question, c'est-à-dire, bon, est-ce que moi, je fais pas la même chose avec d'autres personnes, avec d'autres bouquins, avec d'autres penseurs, penseuses, etc., etc. Et est-ce que ça n'est pas aussi une manière de me remettre en question par rapport à ce que je peux faire, ce que je peux dire, ce que l'autre peut dire, ce que l'autre peut faire, et les rapports qu'il y a entre toutes ces choses-là. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'important. Même si ça paraît un peu iconoclaste comme ça au départ, ou agaçant, ou triste, comme disait François. Peut-être, mais c'est bien aussi que chaque personne le ressente différemment. Parce que pourquoi on devrait le ressentir pareil ? Pourquoi ? Pourquoi ce geste-là devrait être ressenti de la même manière quand on le lit dans le bouquin ? Non. Oui, effectivement, François a raison. Il dit, lui, moi j'ai trouvé ça très triste. Bon, toi tu dis, oui, c'est une sorte de démystification. Moi je le vois comme une sorte de... Enfin, moi le côté démystification à un niveau qui n'est pas très important, quoi. C'est plutôt ça. C'est ça que je voulais dire. C'est important de l'expliquer, c'est pas très important. Mais pourquoi ça serait important ? La démystification n'est pas obligée d'être importante. Non, je suis d'accord, mais... Enfin non, je me suis mal exprimée alors tout à l'heure. Si tu veux, le fait de mettre cette personne sur un piédestal, ça c'est l'histoire de chacun et de chacune. Oui. Bon, mais, le côté invectif personnel et tout ça, moi personnellement, je suis pas tellement... Bon là, je pense qu'il y avait suffisamment de gens pour que ce soit pas une brutalité à son égard. Ça, c'est pas quelque chose que j'adore, quoi. Je veux dire, l'agression comme ça, je suis pas... J'ai vu des pratiques comme ça qui m'ont vraiment déplu. Quand ça des attaques trop... Bien sûr, ça se fait du... Mais là, je pense pas que le contexte, c'est pas ce que tu décris du tout. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont tu décarpilles la chose, dont tu expliques qu'est-ce que je fais dans une telle situation, quoi. Oui. Tu t'es pas dit j'y vais pas, tu t'es dit non, ce type-là compte pour moi, donc j'y vais, et voilà ce qui se passe. Oui. Voilà. Et les situations, je peux dire dans l'occurrence, par exemple, que je suis une connaissance de Snyder. Après tout, on s'accorde très bien. Je lui ai montré la chose et intéressant. Donc, c'est souvent les gens projettent leur propre chose dans ces situations pour imaginer que c'était vraiment malicieux ou je sais pas. Et dans le cas, c'est pas du tout le cas. C'était un peu dur dans ce tract, mais c'était pas du tout une question, comme je dis, de dénoncer ces gens sont des cons. C'est simplement d'entrer dans une situation particulière. Si j'étais dans la même situation maintenant, je ferais rien. Mais à l'époque, c'était pour moi une conjoncture importante. Et donc, j'ai fait ça. Je n'ai pas fait... il faut peut-être aussi le remettre dans le contexte de l'époque. Parce qu'il y avait aussi je veux dire, je pense que la manière de rencontrer les personnes ou d'écouter les personnes qui avaient une importance, notamment des personnes du mouvement Beat, par exemple, il y avait aussi, c'était un autre contexte qu'aujourd'hui. On ne peut pas dire que c'était la même chose. Il y avait quand même une sorte enfin, il me semble, je ne sais pas, tu m'arrêtes, Ken, si je dis une bêtise, mais il me semble qu'à l'époque, il y avait facilement cette espèce de déification d'une personne qui pouvait dire des choses qui, à cette époque, avaient des résonances chez chacune des personnes. Donc, d'un seul coup, on était content aussi d'entendre des choses qui peut-être étaient importantes. Donc, beaucoup de personnes aussi les ont suivies de manière un peu aveugle. Mais là, si on rentre sur le terrain politique, c'est beaucoup plus tragique. Oui, tout à fait. Mais justement, dans ce cas, Snyder était quelqu'un
qui était le plus éloigné de tout ça. Ils s'en foutaient de ces vétérans. C'était pas comme Ginsberg, par exemple, son ami était beaucoup plus la personne de show business, pour ainsi dire. Snyder, c'était quelqu'un comme Thoreau, très modeste et la lecture de poésie était gratuite. Et donc, c'est justement la vedette la plus subtile que ce soit. Et c'est aussi, on peut dire que si la contre-culture, on parle de contre-culture des années 60, c'était lui qui était le meilleur représentant au sens les plus bons. Le plus pur. C'était anarchiste, tandis que la plupart des autres étaient apolitiques, etc. C'était très lucide, modeste, toutes sortes de choses. Et donc, c'est pas question de ça même. Bon, peut-être on doit changer. On va écouter un peu de musique et puis ensuite on va parler de la joie de la Révolution, parce que l'heure tourne. Oui.